Dans le cours précédent, on a développé un outil graphique qui s'appelle la vague de Smith. On a transformé les impédances dans le plan complexe de gamma. Donc on a vu que la vague de Smith représente une superposition des cercles à résistance constante et des cercles à réactance constante. Avant d'utiliser la vague de Smith dans l'analyse des lignes de transmission, on va introduire d'autres familles de cercles qui s'appellent les cercles à Rosse constant, qui sont superposés sur la vague de Smith pour faire l'analyse des lignes de transmission. On sait que le coefficient de réflexion à n'importe quel point de la ligne, gamma, à une distance L, est égal le coefficient de réflexion à la charge gamma L exponentielle moins J 2 bêta L, où L est la distance à partir de la charge, gamma L est le coefficient de réflexion à la charge, et bêta est la constante de phase dans la ligne de transmission. Je vous rappelle qu'on parle ici des lignes de transmission sans perte. C'est pour ça que la constante d'atténuation alpha est égale à 0. Si je réécris gamma L comme module de gamma L exponentielle J la phase, donc j'aurai le module de gamma L exponentielle J θ L exponentielle moins J de bêta L. Donc la phase totale du coefficient de réflexion à une distance L de la charge est égale à θL moins 2 bêta L. Donc dans le plan complexe de gamma, si j'ai le coefficient de réflexion ayant un module gamma L constant et une phase qui varie lorsqu'on se déplace vers le générateur. Donc plus on se déplace vers le générateur, la phase devient de plus en plus négative et la distance entre le point et le centre du cercle reste constante. Donc cette équation représente un cercle dans le plan complexe de gamma ayant un centre qui se situe à l'origine du plan complexe de gamma. Donc si je veux tracer ce cercle dans le plan UV, donc j'ai un cercle de rayon qui est égal au module de gamma L, et l'angle représente θL, moins 2 bêta L. Donc plus on se déplace vers le générateur, L est positif, donc cette quantité devient de plus en plus négative, et le point se déplace dans le cercle dans la direction des aiguilles d'une montre. Dans la direction des aiguilles d'une montre. Maintenant, pour ce cercle, le module du coefficient de réflexion reste le même quel que soit le point. Donc, on n'a que la phase qui change pour différents points de la ligne. Mais le module du coefficient de réflexion reste le même. Et on sait que le ROS dans la ligne de transmission est 1 plus mod gamma L divisé par 1 moins mod gamma L. Donc VSWR, c'est le ROS. Donc pour ce cercle, à n'importe quel point de ce cercle, le ROS est le même, puisque gamma L est le même pour le cercle. C'est pour ça que le ROS est constant pour ce cercle. Donc, si vous prenez n'importe quelle impédance qui se situe sur ce cercle, l'amplitude de gamma L est le même, et c'est pour ça que le ROS est le même. Par conséquent, on appelle ce cercle le cercle à ROS constant. Donc le cercle à rapport d'onde stationnaire constant.
Donc la bague de Smith vous donne des cercles ayant des résistances constantes et des réactances constantes. Et si vous voulez analyser une ligne de transmission, vous allez tracer ce cercle qui représente le rose constant dans la bague de Smith, puis vous allez faire l'analyse des lignes de transmission. Et on va voir qu'il y a plusieurs propriétés dans le cercle de Ross. Premièrement, le centre des cercles à Ross constant est toujours à l'origine du plan complexe de gamma. Deuxièmement, pour les charges passives, l'amplitude du coefficient de réflexion est toujours inférieure ou égale à 1. Donc ce cercle ayant comme centre à l'origine du plan complexe de gamma, et le rayon maximum est égal à 1. Plus le rayon est grand, plus le coefficient de réflexion est grand. C'est-à-dire que l'impédance de charge n'est pas adaptée. Cela veut dire si on prend un point dans la bague de Smith qui est proche de l'origine du plan complexe de gamma, cela veut dire que le coefficient de réflexion est petit, donc il y a une petite énergie qui sera réfléchie, et on est proche de l'adaptation. Donc l'adaptation est meilleure. Donc visuellement, dans la bague de Smith, ou dans le plan complexe de gamma, si le point est proche de l'origine, l'adaptation est meilleure, parce que cela représente un coefficient de réflexion petit. À partir de ce raisonnement, en superposant le cercle à Ross constant dans la bague de Smith, on peut analyser les lignes de transmission et résoudre les problèmes des lignes de transmission. Mais comme on a déjà dit, parfois on connecte plusieurs lignes de transmission en parallèle. Et on sait à partir de l'analyse des circuits, lorsqu'on a des connexions en parallèle, il est préférable de travailler avec des admittances que de travailler avec des impédances. Jusqu'à maintenant, on a parlé juste des impédances de charge et autres impédances dans les lignes de transmission. Mais si on veut faire des connexions en parallèle, on a à représenter ces impédances en des admittances. Donc, avant de faire l'analyse des lignes de transmission, on va voir la bague de Smith pour des admittances. Puisque la bague de Smith est créée pour les impédances normalisées, on peut faire la même chose avec les admittances. On va définir l'admittance caractéristique de la ligne, puis on va normaliser les admittances par rapport à l'admittance normalisée de la ligne. Premièrement, on va définir une quantité qui s'appelle l'admittance caractéristique de la ligne. Donc y0 ou bien y qui est égal YC qui est égal à 1 sur l'impédance caractéristique. Et après, chaque admittance de la ligne de transmission est normalisée par rapport à l'admittance caractéristique de la ligne. Donc, on va suivre la même convention de notation qu'on a fait pour les impédances. Donc, Y bar, c'est l'impédance, c'est l'admittance normalisée qui est égale à Y sur Y0. Et Y bar L, donc l'admittance de la charge, qui est égale à l'admittance de la charge divisée par l'admittance caractéristique. Une fois on a fait cette définition pour les admittances caractéristiques et les admittances dans la ligne de transmission, maintenant on va écrire le coefficient de réflexion en fonction des admittances. Donc à partir de la définition du coefficient de réflexion qui est écrit en fonction des impédances, donc on a gamma qui est égal à Z moins Z0 sur Z plus Z0 l'impédance caractéristique. Donc l'admittance caractéristique 1 sur Z0
Donc cela peut être écrit comme 1 sur y moins 1 sur y0 qui est égal à 1 sur y plus 1 sur y0. Cela est équivalent à y0 moins y sur y0 plus y. Donc si je veux écrire gamma en fonction des admittances normalisées, je prends y0 comme facteur commun, j'aurai 1 moins y bar sur 1 plus y bar l'impédance normalisée. Donc si je prends le signe négatif comme facteur commun, cela sera a y bar moins 1 sur y bar plus 1. Et le signe négatif n'est rien d'autre qu'un changement de phase de pi, donc 180 degrés. Et le coefficient de réflexion en fonction des admittances normalisées, est le même que le coefficient de réflexion des impédances normalisées, à l'exception d'avoir un changement de phase de pi. Cela signifie que si je prends la même valeur normalisée des admittances, des impédances et des admittances, et je calcule le coefficient de réflexion, le module du coefficient de réflexion reste le même, mais la phase des deux coefficients se diffère de 180 degrés. Autrement dit, dans le plan complexe de gamma, 180 degrés de changement de phase correspond à une rotation d'un angle de 180 degrés. Essentiellement, les admittances normalisées et les impédances normalisées peuvent être représentées par la même procédure, mais lorsqu'on utilise les admittances, il y a une rotation de 180 degrés dans le plan complexe de gamma. Autrement dit, si je prends le plan complexe de gamma, comme on vu là. Donc, dans le plan complexe de gamma, si je prends une certaine valeur de l'impédance dans ce cercle par exemple, si je veux prendre la même valeur de l'admittance normalisée, le point va se déplacer de 180 degrés et ce point se correspond au coefficient de réflexion pour l'admittance normalisée. Donc si je fais une rotation de 180 degrés pour n'importe quel point dans la bague de Smith, j'aurai un ensemble de cercles pour l'admittance normalisée. Donc si l'admittance normalisée est égale à l'admittance normalisée y bar, qui est égale à G plus JB. La conductance plus la susceptance G plus JB est égal à G plus JB divisé par admittance normalisée. Donc, si j'ai une admittance dans la ligne qui a une conductance G et la susceptance B, donc je peux la normaliser par rapport à Y0, l'admittance caractéristique, et je peux calculer l'admittance normalisée. Donc si je change R par G et X par B, j'aurai des cercles à conductance constante et des cercles à susceptance constante. Et ces cercles seront obtenus à partir d'une rotation de 180 degrés dans le plan complexe du gamma, c'est-à-dire dans la bague de Smith. Cela veut dire que si j'ai initialement la bague de Smith, je peux faire une rotation par rapport à l'origine de la bague, ou bien l'origine du plan complexe de gamma. Donc le plan horizontal correspond en partie réelle et l'axe vertical correspond à la partie imaginaire. Donc si je fais une rotation de 180 degrés,
Donc tous les points seront déplacés de 180 degrés. Et les cercles à conductance constante et les cercles à susceptance constante seront comme le montre la figure. Et maintenant, ces cercles qui ont représenté les cercles à résistance constante, maintenant, après la rotation, ils représentent les cercles à conductance constante. Et les autres cercles qui ont représenté les cercles à réactance constante, maintenant, ils représentent les cercles à susceptance constante. Donc, on n'a rien changé dans la bague de Smith. On n'a qu'une simple rotation de 180 degrés de la bague de Smith. Donc, si je garde les mêmes axes de coefficient de réflexion, donc on fait une rotation de toute la bague de Smith. Mais je peux laisser la bague de Smith telle qu'il est. Je fais une rotation de 180 degrés pour les axes du plan complexe de gamma pour faire le calcul pour les admittances. Donc, à partir de cette explication, je peux garder la forme d'utilisation de la bague de Smith toujours la même, c'est-à-dire je fais pas la rotation de la bague de Smith, donc la concentration des cercles toujours sera à droite. Et si je veux faire le calcul par rapport aux impédances, la partie positive des réels et imaginaires sont à droite et en haut. Mais si je veux faire des calculs pour des admittances, la partie positive des réels sera à gauche et la partie positive des imaginaires sera en bas. Donc, lorsqu'on fait les calculs en utilisant la bague de Smith, on ne va pas faire la rotation pour la bague de Smith. Donc, on va suivre cette convention. Donc, la bague de Smith sera fixée. Pour les impédances, la partie positive des réels à droite. Et pour les admittances, la partie positive des réels sera à gauche. Donc, tout dépend des admittances et des impédances. Je fais la rotation des axes. Donc, si je fais l'analyse pour les admittances, il suffit juste de faire la rotation des axes de 180 degrés pour trouver la phase de coefficient de réflexion. Mais, si je m'intéresse pas à calculer la phase du coefficient de réflexion, je peux garder les axes tels qu'ils sont. Donc, si vous vous intéressez à déterminer les impédances ou les admittances dans la bague de Smith, vous n'avez pas à tenir compte des axes du plan complexe de gamma. C'est pour ça qu'en dans la bague de Smith, vous trouvez, par exemple, dans la partie supérieure, vous trouvez soit plus x plus b, et dans la partie inférieure, vous trouvez soit moins x moins b. Et les cercles sont dénotés soit par R ou plus G. Et pour n'importe quelle valeur normalisée de, si G est égal à la même valeur normalisée de R, les deux représentent le même cercle. Donc lorsqu'on travaille avec des quantités normalisées, les impédances ou les admittances ou les impédances peuvent être traitées de la même manière. Mais la valeur normalisée de G et R, ou B et X, ont différentes significations physiques. Est-ce qu'ils représentent la même condition physique? Donc bien sûr que c'est non. Par exemple, supposez que si Gx est égal à 0 et R est égal à 0, cela correspond à un court-circuit, à condition du court-circuit. L'impédance est égale à 0. Mais si je prends des valeurs normalisées des admittances qui est égale à G est égal à 0 et B est égal à 0, cela représente un circuit ouvert et non pas un court-circuit. Donc, les valeurs normalisées des impédances et des admittances peuvent être traitées de la même manière, mais l'interprétation physique diffère pour les deux cas. Donc, je vais mentionner des points spéciaux dans la bague de Smith pour les admittances. Donc, si je prends la bague de Smith, et si je suppose que ces valeurs représentent des admittances, donc si je replace R par G et X par B, donc ce point-là, G est égal à 0, B est égal à 0, représente un circuit ouvert. Et ce point-là qui représente G est égal à l'infini, B est égal à l'infini, représente un court-circuit.
et la partie supérieure représente les substances positives qui représentent les charges capacitives. Tandis que la partie inférieure représente les substances négatives qui représentent les charges inductives. Donc, si je laisse la bague de Smith tel qu'il est, donc si je fais le calcul en utilisant les admittances, la partie supérieure représente les charges capacitives et la partie inférieure représente les charges inductives, et ce point-là représente le circuit ouvert, et ce point-là représente le court-circuit. Donc, puisque les cercles à résistance constante sont symétriques, il n'y a pas de différence lorsque je remplace R par G. Donc G augmente de 0 à l'infini et le point se déplace du circuit ouvert vers le court-circuit. Vous gardez cela dans la tête. L'utilisation de la bague de Smith dans l'analyse des admittances ou bien des impédances est très simple. Donc passons maintenant à résoudre des problèmes des lignes de transmission en utilisant la bague de Smith. Le problème le plus simple dans les lignes de transmission est, pour une charge donnée, déterminer le coefficient de réflexion. Maintenant, on va passer à l'utilisation de la bague de Smith. Pour résoudre les problèmes des lignes de transmission. Le problème le plus simple dans les lignes de transmission est de déterminer le coefficient de réflexion pour une charge donnée. Donc je peux utiliser la formule ZL moins Z0 sur ZL plus Z0, mais en utilisant la bague de Smith, le problème est plus simple. Il faut se rappeler que les impédances et les admittances sont toutes normalisées. Pour la première étape, pour faire l'analyse dans la bague de Smith, il faut normaliser toutes les impédances par rapport à l'impédance caractéristique ou bien normaliser toutes les admittances par rapport à l'admittance caractéristique de la ligne. Donc si l'impédance de la charge ZL, donc première étape, il faut normaliser l'impédance de la charge pour avoir ZL sur Z0 qui est égal à Z bar. Maintenant, dans la bague de Smith, ce point, dans la bague de Smith, on a des cercles à résistance constante et des cercles à réactance constante. Donc, si Z bar est égal à R plus JX, il faut premièrement identifier le cercle à R, qui correspond à R, petit r. Donc disons que ce cercle-là représente la résistance R. Deuxième étape est d'identifier le cercle correspondant à la partie imaginaire. Donc par exemple, prenons ce cercle. Et l'intersection de ces deux cercles, le cercle à résistance constante et le cercle à réactance constante, X, donc ce point-là de l'intersection représente l'impédance normalisée Z. Donc ce point-là est Z bar. Donc une fois on a déterminé ce point, on peut calculer le coefficient de réflexion d'une façon directe, puisqu'on a déjà marqué l'impédance dans le plan. Donc ce point vous donne directement le coefficient de réflexion par la mesure de la distance entre l'origine du plan complexe de gamma, qui n'est pas tracé dans la bague de Smith, donc c'est là dans l'axe des U et l'axe
l'axe U et l'axe JV. Si je mesure cette distance entre l'origine et le point de l'impédance, cela vous donne le module du coefficient de réflexion. Et l'angle à partir de l'axe des réels représente l'argument du coefficient de réflexion. Donc la distance représente le module et l'angle représente la phase de gamma L. Donc premièrement, il faut mesurer cette distance dans la bague de Smith. La distance maximum dans la bague de Smith est 1. Donc il faut mesurer la distance, puis vous la normalisez par rapport à la distance maximale dans la bague de Smith, puisque la distance maximale dans la bague de Smith est égale à 1. Et cette quantité vous donne le module de gamma L. Et l'angle de ce rayon par rapport à l'axe horizontal vous donne directement l'angle du coefficient de réflexion à la charge. Donc, sans faire aucun calcul, vous pouvez déterminer directement le module du coefficient de réflexion et l'argument du coefficient de réflexion. Donc là, je peux faire la même chose pour calculer le coefficient de réflexion pour les admittances. Donc, si j'ai une admittance, au lieu d'avoir une impédance, y bar est égal à G plus JB, les valeurs normalisées. Donc, si je prends la bague de Smith de la même manière, donc je veux déterminer premièrement le cercle qui correspond à G, puis le cercle qui correspond à B. Donc ce point-là représente Y bar. Maintenant, si je veux déterminer le coefficient de réflexion complexe, donc il faut se rappeler que la partie positive des réels n'est pas à droite, mais elle est à gauche. Puisqu'on prend la bague de Smith pour les admittances, donc la partie positive des réels est vers la gauche. Et la partie positive de l'axe imaginaire est vers le bas. Donc pour ce point-là, qui représente l'admittance, il faut mesurer l'angle à partir de la partie positive des réels. Et la distance entre l'origine et le point vous donne le module de gamma L. Et cet angle θL vous donne l'argument de gamma L. Donc, lorsque vous utilisez les admittances normalisées ou bien les impédances normalisées, il faut représenter les axes appropriés pour chaque grandeur dans la bague de Smith. Une fois que vous faites cela, le calcul de la valeur complexe du gamma L est fait de façon directe. Vous marquez l'impédance ou l'admittance dans la bague de Smith. La distance entre le point et le centre représente le module de gamma L et l'angle entre le rayon et la partie positive des réels vous donne l'argument. Maintenant, vous pouvez avoir une autre situation où on vous donne le coefficient de réflexion et on vous demande de calculer l'impédance ou bien l'admittance. Donc la solution avec la bague de Smith est très simple. Premièrement, vous notez le point en utilisant le module et l'argument.
Donc, une fois vous déterminez le point, la deuxième étape, il faut lire les cercles correspondant à R constante et les cercles à réactance constante. Donc, sans faire aucun calcul, à partir des mesures sur la bague de Smith, vous pouvez avoir les coefficients de réflexion à partir des impédances ou les admettances et vice versa. Si on vous donne l'impédance de la charge et vous voulez déterminer le coefficient de réflexion ou bien une autre impédance à un autre point de la ligne. Donc le problème, donc on vous donne ZL, l'impédance de la charge normalisée, ou bien YL. Et la question est de trouver Z à une distance L à partir de la charge. Donc à partir de la bague de Smith. Donc pour simplifier, je vais tracer que deux cercles de la bague de Smith. Donc et 2 pour la réactance. Donc cela correspond à x égale à 1 et x moins 1, r est égal à 1 et r est égal à 0 et x est égal à 0. Donc pour simplifier, je trace cette version simplifiée de la bague de Smith. Donc la première étape, on vous donne l'impédance normalisée. Bien sûr, n'oubliez pas de la normaliser. On marque l'impédance sur la bague de Smith. Puis vous trouvez les cercles à la réactance constante et le cercle à résistance constante. Et bien sûr, ZL est l'intersection de ces deux cercles. Donc cela correspond à le cercle qui passe par ce point-là. Et le deuxième cercle de réactance. Donc lorsqu'on se déplace dans la bague de Smith, dans un cercle, le module de coefficient de réflexion reste le même. Cela veut dire, lorsqu'on se déplace dans la ligne de transmission, le point se déplace dans le même cercle à Ross constant. Maintenant, une fois vous marquez ce point, vous prenez un compas et vous tracez un cercle à partir de l'origine du plan complexe de gamma et vous tracez le cercle à Ross constant. Et plus on se déplace dans la ligne de transmission, l'angle change de 2 bêta L dans la direction des aiguilles d'une montre. Normalement, dans un abaque de Smith standard, au lieu de marquer les angles aux périphéries de l'abaque de Smith, les distances sont marquées aux périphéries de l'abaque. À une distance de 2 bêta L, si je prends une rotation dans l'abaque de Smith, le changement de phase sera de 2π. Si je déplace de 2π dans la bague de Smith, cela correspond à 2 bêta L. Donc, il est égal à 2 fois 2π sur lambda fois L. Donc, L sera égal à lambda sur 2. Cela veut dire qu'une rotation de 2π dans la bague de Smith, ou bien dans le cercle à Ross constant, correspond à une distance qui est égale à lambda sur 2. C'est-à-dire, si je déplace à une distance qui est égale à lambda sur 2, je reste sur le même point dans la bague de Smith. Et cela est très logique par rapport aux caractéristiques des lignes de transmission, puisqu'on a vu que l'impédance de la charge pour une ligne de transmission est égale à l'impédance d'entrée d'une ligne de longueur lambda sur 2. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait une rotation dans le cercle à Ross constant, j'aurai la même valeur de l'impédance. Donc les angles
dans la BAC, qui sont l'angle de la phase moins 2 bêta L, peuvent être calibrés en fonction de la longueur d'onde. Donc en général, j'ai le grand cercle dans la BAC de Smith marqué en fonction de la longueur d'onde et une rotation de 360 degrés dans la BAC correspond à lambda sur 2. C'est-à-dire que, et donc donc si je veux déterminer l'impédance à une distance L, à partir de l'impédance de la charge, donc je vais faire une rotation dans la direction des aiguilles d'une montre, dans la BAC de Smith, par un angle qui est égal à 2 bêta R. Donc disons que celle-là est l'impédance de la charge. Donc je vais faire une rotation dans le cercle à rose constant par un angle de 2 bêta R. Donc il faut se rappeler qu'on fait la rotation dans la direction des aiguilles d'une montre, puisqu'on se déplace à partir de la charge vers le générateur. Et la distance mesurée vers le générateur est positive. C'est pour ça que l'angle devient de plus en plus négatif. Et le point se déplace dans la direction des aiguilles d'une montre. Le sens de déplacement dans la BAC de Smith est très intéressant lorsqu'on fait l'analyse des lignes de transmission. Lorsqu'on se déplace dans la direction des aiguilles d'une montre, par une distance de 2 bêta L, je vais atteindre la position L dans la ligne de transmission. Donc ce point-là, l'intersection, correspond au coefficient de réflexion à une distance L à partir de la charge. Et le module du coefficient de réflexion reste le même. Et cet angle θL, le deuxième angle, représente la phase du coefficient de réflexion à une distance L. Donc là, le module est le même. Et l'angle représente la phase du coefficient de réflexion. Donc si j'ai cette ligne de transmission ayant une impédance de charge ZL, le coefficient de réflexion gamma L à une distance L à partir de la charge est représenté par ce point. Une fois j'ai le coefficient de réflexion, je peux trouver les cercles à résistance constante et les cercles à réactance constante. Donc je peux lire l'impédance qui correspond à ce point-là, qui représente la transformation de l'impédance ZL à ce point-là. Donc ce point représente gamma à une distance L, et si je lis la valeur de l'impédance, ce sera l'impédance au point L. Donc c'est l'impédance Z dans ce point-là. Et vous vous rappelez que le calcul analytique est très compliqué, il nécessite de calculer des sinus et des cosinus. Donc en utilisant la BAC de Smith, les transformations de l'impédance est très simple. Il suffit juste de tracer le cercle à rose constant, marquer la valeur de Z dans le cercle, faire une rotation d'angle de 2 bêta L, et puis on lit la valeur de R et de X du point résultant, qui vous donne l'impédance transformée à ce point-là. Donc le calcul de l'impédance et le coefficient de réflexion à n'importe quel point de la ligne de transmission est extrêmement simple en utilisant la BAC de Smith. Dans ce cas, on a transformé une impédance à un point L vers le générateur. Et vous pouvez avoir une autre situation où on a une impédance quelconque à un point quelconque de la ligne et que vous voulez faire une transformation de l'impédance à un autre point de la ligne. Est-ce que la procédure va changer? Et non, la procédure reste la même. Une fois vous connaissez la valeur de l'impédance à un point quelconque de la ligne, il faut marquer l'impédance dans la BAC de Smith
tracez le cercle à rose constant et vous faites une rotation d'angle égale à 2 bêta L, soit vers la direction positive des aiguilles d'une montre si vous vous déplacez vers le générateur. Et à partir du point résultant, vous lisez la valeur de R et de G et cela vous donne l'impédance R en ce point. Donc, dans le cas général, je peux déplacer vers le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire et cela dépend de déplacement dans la ligne, soit vers le générateur ou bien vers la charge. Donc, je répète, le sens de rotation est extrêmement important dans la transformation de l'impédance parce que cela vous indique que le déplacement est vers le générateur ou vers la charge. Donc, pour chaque analyse des lignes de transmission, il faut déterminer à quelle direction se trouve le générateur, puisque cela décide le mouvement dans la ligne de transmission et décide à quelle direction on fait la rotation dans le cercle à rose constant. Si je remplace les impédances par les admittances, si je ne m'intéresse pas à calculer le coefficient de réflexion et je veux calculer juste l'impédance à un autre point, les axes du plan complexe ne jouent aucun rôle dans le calcul. Et pour cela, la procédure de transformation de l'impédance ou de l'admittance est pratiquement la même. Il suffit juste de prendre ce point comme un point de l'admittance normalisée, marquer le point dans la bac de Smith, vous faites une rotation de 2 bêta L et vous lisez le point résultat que représente l'admittance à une distance L. Donc la transformation de l'impédance ou les admittances est pratiquement la même dans la bac de Smith. Mais si je veux déterminer la phase du coefficient, il faut déterminer les axes du plan complexe de gamma. Et comme vous vous rappelez, pour les impédances, l'axe des réels est positif vers la droite, mais pour les admittances, l'axe des réels positif est dirigé vers la gauche. Mais pour la transformation des impédances ou les admittances, la procédure est la même. Le prochain problème est lorsque j'ai une impédance de charge connectée à la ligne. Les paramètres intéressants est le module, le coefficient de réflexion, mais on a défini un autre paramètre qui s'appelle le ROS, le rapport d'onde stationnaire. Donc si vous avez le ROS, vous pouvez mesurer l'amplitude de coefficient de réflexion. Donc je peux déterminer le ROS par la formule 1 plus gamma L sur 1 moins gamma L. Mais une fois que vous avez la bac de Smith, vous n'avez pas à faire ces calculs. Il suffit juste de lire la valeur du ROS sur la bac de Smith. Par exemple, prenons cette version simplifiée de la bac de Smith. Si j'ai une impédance qui est égale à ZL, marqué à ce point-là, je commence par tracer le cercle à rose constant, qui a un centre à l'origine du plan. Donc, si je déplace dans la ligne de transmission, je déplace sur ce cercle. Maintenant, il faut se rappeler que le ROS n'est rien d'autre que Z max divisé par l'impédance caractéristique. Donc, on a R max qui est égal à Z0 fois le ROS. Donc, en termes des quantités normalisées, donc R max normalisé est égal à ROS, est égal au rapport d'onde stationnaire. Donc la valeur maximum de la résistance est égale à ρ. Donc si je prends ce cercle-là, la valeur la plus grande dans le cercle
et le point le plus à droite. Donc cela correspond à une impédance R max normalisée. Et réactance normalisée est égale à 0. Qui est égale à 0. Donc ce point-là est le point qui correspond à R max normalisé. Et l'impédance normalisée, l'impédance maximum normalisée est égale à ρ. Donc si je lis donc la lecture de ce point dans la bague de Smith, à partir de la bague de Smith, vous donne le ROS. Donc cette quantité vous donne la valeur du ρ. Donc de même, on peut définir le ROS à partir de la valeur minimum. J'ai R min qui est égal à 7,0 divisé par ρ. Et si je prends R min normalisé, donc R min normalisé est égal à 1 sur ρ. Et à partir du cercle, la résistance minimum est le point le plus à gauche. Donc dans ce point-là. Donc à partir de cette, donc si je lis R de ce point, j'aurai 1 sur ρ. Donc une fois que vous avez l'impédance de la charge tracée sur la bague de Smith, le calcul de coefficient de réflexion, le calcul de ROS et la transformation de l'impédance peuvent être calculés à n'importe quel point de la ligne d'une manière très directe et très simple. Donc il suffit juste de faire la lecture des valeurs dans la bague de Smith. Donc de cette manière, vous pouvez calculer le ROS en utilisant la bague de Smith. Donc on peut aussi déterminer la position des maxima et des minima de courant et de tension dans la ligne de transmission. Puis vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer les propriétés de l'onde stationnaire et quel est le type de l'impédance de la charge. Maintenant, disons que j'ai une impédance de la charge. Je vais marquer cette impédance dans la bague de Smith et je veux déterminer à quelle distance se trouvent les maxima et les minima dans la ligne de transmission à partir de la charge. Comme on a fait la dernière fois, on veut déterminer à quelle distance à partir de la charge se trouvent les maxima ou les minima de tension et ou de courant dans la ligne. Donc, je prends un abaque de Smith simplifié. Je marque l'impédance de la charge dans la ligne. Donc disons que l'impédance est à ce point-là. Donc cette L, normalisée bien sûr. Donc la même chose, je vais tracer le cercle à ROS constant. Maintenant, à partir des bases des lignes de transmission, on sait que dans le point où la tension est maximum, le courant est minimum. Et à ce point-là, l'impédance est maximum.
Donc l'impédance est égale à R max. Et si vous avez la tension qui est au minimum, on a le courant qui est au maximum. Et ce point correspond bien à l'impédance minimum de la ligne. Cela veut dire que les points extrêmes, donc le point qui correspond à R max, correspond à la position où la tension est maximum et le courant est minimum. Donc ce point qui correspond à Vmax et Imin. Et de la même manière, ce point-là qui correspond à R min, il correspond à la tension minimum et le courant maximum. Il correspond à la position des minimums de tension et maximum de courant. Si on veut déterminer ces distances par rapport à la charge, la procédure est simple. Il faut tracer un rayon qui passe par la charge. Et je fais un déplacement vers le générateur, vers R max. Je vais trouver un angle à partir de ZL vers Z max ou bien R max. Donc cet angle, si je divise cet angle par 2 bêta, je vais trouver la position de Vmax et de Imin. Et on sait que la distance entre Vmax et Vmin est égale à lambda sur 4. Ou bien je peux mesurer tout cet angle. Je le divise par bêta pour trouver la position du minimum. Donc cet angle est égal à θ max. Donc la position du maximum de la tension L max qui est égal à θ max divisé par 2 bêta. Donc pour trouver les positions du maxima et des minima est très simple et se fait d'une façon directe. Une fois vous marquez ces impédances, vous tracez le cercle à rose constant, puis il suffit de trouver l'angle qui sépare la position de la charge par rapport à l'axe horizontal. Et vous le divisez par 2 bêta pour avoir la distance vers le maximum. Dans la prochaine séance, on va utiliser ces informations pour calculer l'impédance à partir des caractéristiques de l'onde stationnaire dans la ligne de transmission. Et merci. Wa shukran.